RDC. Freddy Mulumba met en garde ceux qui croient encore en Joseph Kabila. Rwandais ou pas. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que les ministres rwandais défendent un Congolais en disant les Tutsis. Pourquoi ils ne défendent pas les Tutsis qui sont au Burundi? Il y a des Tutsis au Burundi, non? Pourquoi les ministres, quand les Tutsis au Burundi ont des problèmes, pourquoi ils ne demandent pas de compte au Burundi? Pourquoi s'intéressent beaucoup plus au Congolais? Ça signifie que beaucoup de nos militaires ont été intégrés pendant les brassages et mixages pour nous infiltrer. Voilà le problème, ça les réalités. Et le peuple là connaît qui est qui. Il y a des... Moi je n'aime pas utiliser tellement Tutsi. Il y a des Congolais, mais qui sont d'origine rwandaise, qui sont là-bas, qui ne posent pas de problème. Pourquoi ça doit poser problème au Rwanda? Pourquoi? Tu vois, ces petits ministres là, il est arrogant. Bientôt ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter bientôt. Il nous insulte. D'ailleurs, il n'est pas le seul, hein? Même le fils de Museveni. Je te dis que ça va, c'est fini, c'est terminé. Tu vois la chance que nous avons eue, c'est avec Félix. Kagame ne parvient pas à voir Félix, regarder Félix dans les yeux. Il a peur. Kagame, même les petits de Museveni là, ils faisaient des bêtises. Hein? Tu sais, on leur a fait comprendre par l'Occidental, vous êtes supérieur aux Congolais. Ils se sont trompés d'époque. Tous ces petits Rwandais qui sont là, ils ont été formés ici. Formés ici. Ils viennent, ils tuent les Congolais, ils les pillent, et puis ils deviennent encore arrogants. Et vous pensez qu'on va laisser faire ça? C'est une erreur. Ils sont trompés d'époque. Un Congolais sérieux ne peut pas reculer devant un petit Rwandais. Un petit pays pauvre. Les Rwandais quoi? Dites-moi, au Rwanda, il y a combien d'intellectuels? Tu connais les écrivains rwandais? Même pas les journalistes, tu les connais? Hein? Monsieur Freddy Mulumba. C'est parce qu'ici, il y a beaucoup de gens que Kagame a créé, a fabriqué, et ces petits gens ont peur de lui. Parce qu'ils doivent tout à Kagame. Il y a des gens même du temps de Moïse, ce n'est pas des ministres de ce pays. Même des illettrés. Monsieur Freddy Mulumba, parlons de la situation maintenant à Lubero et Beni. L'ADEF continue de tuer. Quand vous étiez à Komanda, les mêmes ADEF avaient encore tué. Une question Itouki. Il n'y a pas d'ADEF. Et pourquoi ils tuent? Il n'y a pas d'ADEF. C'est Kagame Museveni qui tue les Congolais. Il n'y a pas d'ADEF là-bas. Mais nous avons des opérations conjointes avec... J'ai dit ceci, c'est Kagame et Museveni qui tuent les Congolais. Tu n'es pas des ADEF? Non. Et tout qui, d'abord? Population congolaise. Quand j'étais à Komanda, la majorité de personnes, des victimes, ce sont des Nandais. La majorité. Des gens qui sont morts. Les Nandais, tu vois les Nandais, non? Oui. Quand on fait une analyse, aujourd'hui, le seul peuple qui résiste et au Ougandais et au Rwanda, au régime de Kagame et de Museveni, sont le peuple Nandais. D'abord, les Nandais sont nombreux, les Nandais sont trop riches, ils ont une culture forte. Donc, que font les Rwandais? Il faut casser les Nandais. Dès qu'on casse les Nandais, ils vont prendre le Kivu. On va relier les Luturi jusqu'au Katanga. Et les Rwandais et l'Ouganda prennent ça. Il faut casser les Nandais comme ça. Ils quittent les territoires. Et entre-temps, on prend des populations rwandaises tout comme ougandaises, on les installe. En 2020, il y a Monseigneur Irindi, je ne sais pas un autre non chrétien, il est évêque de Bunia. Il l'a dit clairement. Dès qu'on crée la panique, les gens laissent l'espace vide et puis on s'installe. Mais les Nandais à Lubero, ils ont dit on ne quitte pas nos terres. Ils restent là-bas. Que faire? Il faut tuer davantage. Mais ce qui est dramatique dans tout ça, c'est quoi? Tous ces Occidentaux qui viennent vous donner des leçons de droits de démocratie, des droits de l'homme, combien parlent? Allez dans les médias internationaux, on ne parle pas de mort de Congolais. Est-ce que nous sommes conscients? Là, vous avez des élites conscientes. On vous tue, vous faites comment? Il faut résister. Vous devez vous organiser pour vous battre. Sinon, vous allez disparaître. Il n'y a que ça maintenant, la résistance et se battre pour que les Rwandais aient peur de nous. Sinon, on va tous nous décimer.
Ces attaques ont été revendiquées par l'État islamique. Il n'y a pas d'État islamique. Pourquoi l'État islamique n'attaque pas Kagame, n'attaque pas Museveni? Pourquoi n'a qu'à attaquer les Congolais? Quels Congolais encore? Les Nandais? Je ne sais pas si on comprend ce qui se passe. Et tant qu'on n'a pas créé un rapport de force, on risque de s'y mettre tous les Nandais là. Il faut aujourd'hui prendre conscience. Tu vois aussi de Kivu. Les gens du sud de Kivu, là, les Maïmaï, si vous appelez les Ouazaliens, ils ont résisté. Ils se connaissent très bien. Ces gens ont besoin de nos terres. Si vous ne faites rien, on les prend. Mais M. Fredy Mulumba, les populations locales que les médias sur place ont interrogées disent que nous sommes abandonnés par le gouvernement de Kinshasa. Nous ne nous sentons pas protégés. Quel est votre avis par rapport à ça? Qui dit ça? Population locale. L'armée est infiltrée. Les militaires ne se battent pas pour la population. Ce sont les militaires que Kagame Museveni contrôle. Hein? Qui ne connaît pas la vérité? Tous ces généraux-là, qui les a nommés? Ils sont complices avec Kagame Museveni. Comment ils vont être faibles comme ça? Moi, je ne comprends pas. On a tué 10 millions de Congolais. Le pays est occupé. La Kinshasa, vous êtes dans des polémiques. On doit s'organiser pour se battre. Il n'y a pas autre chose. Les peuples ne se sont pas battus, ont été faits esclaves. Ce qui va se passer, si on ne se bat pas, et les Rwandais, les Ougandais, ils vont nous occuper. Nous serons esclaves des Rwandais, des Ougandais. Même nos enfants. Beaucoup pensent encore que Joseph Kabila demeure une solution de rechange face aux crises du Congo. Fredy Mulumba, lui, dissipe l'illusion. Derrière l'aura entretenue, il voit une architecture d'influence, d'infiltration et de dépendance qui ont façonné l'élite congolaise des dernières décennies. Son message est net. Ceux qui s'accrochent à Kabila se trompent d'époque et de combat, parce que les ressorts qui ont porté cette figure, réseaux extérieurs, brassage militaire piégé, confusion institutionnelle, ont placé le pays dans une vulnérabilité structurelle. Croire encore en Kabila, c'est refuser de regarder en face la mécanique qui a rendu possible la prise de contrôle des leviers stratégiques du Congo. Fredy Mulumba ne parle pas de Kabila comme d'un individu isolé, mais comme d'un nœud d'un système. Il situe ce système dans la longue durée. Un dispositif de fabrication d'élites par procuration, au service d'agendas exogènes, où Kigali et Kampala ont pesé de tout leur poids pour définir qui monte, qui commande et qui décide. Quand il explique que 90% de la masse de l'élite politique doit son ascension aux parrainages régionaux, il invite les Congolais à reconsidérer l'idée même de confiance. Dans cette grille, le retour ou la solution, Kabila, n'est pas un choix politique neutre, c'est la réédition d'un contrat où le Congo perd son libre arbitre. Mulumba appelle donc à la lucidité. Ceux qui persistent à croire en Kabila doivent aussi assumer les conséquences de ce système. Armée désarticulée, commandement concurrent, infiltration de postes stratégiques, silence médiatique d'État, dont il montre les traces concrètes du Kivu à Kinshasa. Cette mise en garde s'adresse d'abord à l'imaginaire politique congolais. Mulumba diagnostique une crise d'identité, une élite réduite à la mangeoire, fascinée par les diplômes et les avantages, et oublieuse de sa mission. Kabila, dans cette perspective, n'est pas seulement un ancien chef d'État, il est l'emblème d'un moment où l'on a confondu stabilité apparente et souveraineté réelle. On a construit des biographies politiques à l'extérieur des racines culturelles, intellectuelles et civiques du pays. D'où sa recommandation. Commencez par reconnecter l'imaginaire national à ses fondations, sinon on reproduit mécaniquement les mêmes choix. Et Kabila redevient l'option par défaut, non parce qu'il convainc, mais parce qu'on n'a pas réappris à choisir. La mise en garde de Mulumba s'enracine également dans la critique des réformes militaires. Il rappelle que la réforme de 2011 a été un piège.
multiplication d'échelons, absence d'unicité de commandement, chevauchement de pouvoir, confusion à Goma, puis à Bukavu, zone de défense et état-major qui s'ignorent. Or, ces choix ne sont pas tombés du ciel. Ils sont le résultat d'un compromis politique d'époque, dont Kabila fut l'un des garants. Penser que l'on pourrait revenir à Kabila sans revenir à cette logique, c'est, pour Mulumba, se bercer d'illusions. L'armée que cette réforme a produite ne peut pas gagner la guerre, tranche-t-il, et tant que l'on n'aura pas extirpé l'influence des parrains extérieurs, des nœuds opérationnels, on tournera en rond. Concrètement, cela signifie ceux qui font de Kabila une planche de salut doivent expliquer comment ils corrigeraient la matrice qui a rendu possible ce dispositif. S'ils ne le font pas, leur confiance relève d'un réflexe, pas d'une stratégie. Mulumba insiste ensuite sur la topographie du pouvoir, infiltration des postes, grand mutisme des responsables, peur enquistée après les assassinats qui ont jalonné l'histoire politique du pays, et chantage permanent rendu possible par la belle vie, offerte à certains cadres, filmés puis instrumentalisés. Dans ce climat, Kabila n'est pas seulement un nom, il est un signal, celui d'une époque où l'ascension se négociait au prix de la souveraineté. Continuer à lui faire confiance, c'est donner mandat à ce mode opératoire de survivre. Or l'heure, dit Mulumba, n'est plus à survivre, mais à reconquérir. Reconstitution d'une armée de défense nationale, recentrage de la communication d'État, mise au pas des tentations de dialogue qui escamotent la réalité d'une occupation, et clarification du récit national autour de la reconnaissance du génocide congolais. Sur chacun de ces volets, l'ombre du système Kabila pèserait comme une force d'inertie. La démonstration devient plus palpable encore lorsque Mulumba aborde l'information publique. Il dresse un tableau catastrophique de la RTNC en province, émetteur en panne, radio qui portent à peine au-delà d'1 kilomètre, provinces entières privées d'un service public d'information, et donc d'un ciment. C'est plus qu'un détail technique, c'est le révélateur d'un État qui n'assume pas son rôle. Kabila a longtemps supervisé un pays où l'information officielle s'est étiolée là où elle devait se renforcer. Résultat, pendant que l'Est brûlait, la parole de l'État ne circulait pas. Comment, dès lors, croire que la confiance portée à Kabila pourrait aujourd'hui réparer ce qu'elle n'a pas su préserver hier? La mise en garde de Mulumba se glisse ici dans une logique de cohérence. Celui qui a laissé se déliter les instruments de souveraineté ne peut pas apparaître comme le restaurateur magique de cette souveraineté. Sur la sécurité à l'Est, Mulumba est frontal. Il récuse la narration commode, ADF, État islamique, qui efface la main rwandaise et ougandaise, et il souligne la stratégie de terreur contre les Nandes. Il voit dans cette violence une volonté d'ingénierie démographique. Créer la panique, vider les territoires, les repeupler à l'avantage des agresseurs. Là encore, l'époque Kabila pèse. C'est sous cette ère que se sont solidifiées des chaînes de commandement troubles, des complicités, des passages, des promotions verrouillées. Revenir à Kabila, ce serait revenir aux conditions de reproduction de ces mêmes logiques. Mulumba ne dit pas que Kabila est la cause unique. Il dit que toute la mécanique qui a transféré des parcelles de souveraineté vers des mains étrangères s'est accommodée de son règne. La confiance, ici, n'est pas un sentiment. C'est un risque mesurable. Le cœur de sa mise en garde tient dans la distinction qu'il fait entre dialogue et libération. Il ne rejette pas la parole, mais refuse de la traiter comme un substitut à la reconquête. Pour lui, cette guerre se termine quand on chasse les occupants, pas quand on multiplie les tables rondes qui donnent un vernis politique
à des rapports de force inchangés. Or, l'ère Kabila fut précisément celle où l'on apprit à stabiliser des équilibres sans restaurer la souveraineté, par lassitude, par calcul ou par dépendance. Confier de nouveau son espoir à Kabila, c'est, selon Mulumba, accepter de reconduire un cycle où l'État s'habitue à vivre à crédit sur la sécurité des autres. Il appelle donc à rompre. Cette rupture commence par l'armée. Mulumba détaille l'urgence d'une réforme qui associe militaires et civils, philosophes, politologues, pour refonder doctrine, commandement et ethos, une armée proche du peuple, et non contre lui. L'ère Kabila a multiplié les strates sans forger l'unité. La tentation de lui refaire confiance, c'est la tentation de tolérer encore une décennie de patch. Mulumba parle ici en praticien de l'analyse. Il a suivi une thèse à Lubumbashi sur ces questions. Il a lu les rapports, il a vu les effets sur le terrain. Il n'invective pas, il énumère. Et son énumération signale la même conclusion. Si vous voulez gagner, ne vous arrimez pas à ce qui vous a fait perdre. Il y a ensuite la bataille du récit. Mulumba s'insurge que le gouvernement ne réponde pas avec vigueur aux insultes d'officiels rwandais au sujet de la campagne pour la reconnaissance du génocide congolais. Ce silence est, pour lui, la conséquence d'une infiltration et d'une dépendance psychologique née de décennies d'intimidation. Or, Kabila a gouverné dans ce climat. Il a cohabité avec ses influences. Il a fait carrière au milieu de ses contraintes. Comment alors crédibiliser une confiance qui ignorerait cette mémoire? Mulumba invite au contraire à en tirer les leçons, réhabiliter la voix congolaise, créer les conditions d'une parole d'État ferme, mettre fin à la complaisance des élites. Le Kabila de la nostalgie ne peut pas porter cette reconquête parce qu'il en incarne l'angle mort. La mise en garde touche enfin la géopolitique. Mulumba situe le Congo dans un bras de fer global. Souverainiste contre globaliste, Washington comme théâtre où s'écrivent des options lourdes. Et au milieu, Kinshasa, sommet de choisir. Il admet que des initiatives internationales, jusque dans un accord de paix de Washington, proposent des trêves. Mais il avertit, aucun allié ne viendra se battre pour nous. Face à cette vérité, faire confiance à Kabila revient à miser sur une stratégie d'attente. Une stratégie qui suppose que l'extérieur finira par garantir de l'intérieur. Or, Mulumba défend l'inverse. C'est de l'intérieur, par une refondation militaire, médiatique et identitaire, que naîtra la paix. Là encore, l'époque Kabila représente un capital d'habitude dont il faut s'émanciper. Ceux qui, dans la diaspora ou à Kinshasa, s'accrochent à l'image d'un Kabila protecteur, le font souvent, note Mulumba, au nom de la stabilité. Mais il renverse la formule. Quelle stabilité? Celle d'un pays dont la télévision publique ne couvre pas ses provinces, d'une armée où l'on ne sait pas qui commande, d'un État qui, à l'Est, voit ses citoyens crier qu'ils ne se sentent pas protégés. La stabilité qui ne protège pas n'est qu'une accalmie. La vraie stabilité, c'est la souveraineté. Elle s'entend dans le ton de la parole officielle, se voit dans la continuité des liaisons radio, s'éprouve dans l'unicité de commandement. Et c'est précisément cette souveraineté-là que Mulumba ne voit pas revenir avec Kabila. Il ne s'agit pas, dans sa bouche, d'un procès ad hominem. Il parle d'architecture, de conditions, de causes, mais ces causes ont eu des noms, et Kabila en fait partie. C'est pourquoi il insiste sur le discernement. Ne pas individualiser ne veut pas dire déresponsabiliser. Quand il dit que les Rwandais ont placé leurs hommes dans des postes stratégiques pendant plus de 20 ans, il trace une ligne, les décennies où Kabila a compté.
Continuer à croire en Kabila sans regarder ce tracé, c'est se bander les yeux. Or, le temps n'est plus aux illusions pieuses. Il est à l'ingénierie institutionnelle, à l'éthique publique, à la pédagogie de masse. Tout ce que l'époque Kabila n'a pas su faire durablement, il faut le bâtir maintenant. À ceux qui demandent quand, Mulumba répond par l'histoire des peuples. La liberté exige des sacrifices. Il voit venir une nouvelle élite qui mettra l'ordre à l'Est et qui ne parlera plus la langue de la dépendance. Son avertissement aux Congolais qui font encore confiance à Kabila n'est pas un slogan. C'est une méthode. Examinez les chaînes qui ont produit votre vulnérabilité. Vérifiez qui a profité de leur existence. Demandez-vous si ceux qui les ont laissés prospérer peuvent, en 2025, incarner leur démantèlement. Si vous êtes honnête, dit-il, vous n'aurez plus envie de déléguer votre avenir au passé. Il faut alors finir là où Mulumba commence, par la culture. Il appelle à relire les auteurs qui reconnectent aux racines, à introduire ces ressources dans l'éducation, à recréer des repères. Non par nostalgie, mais pour remplacer l'esprit d'emprunt par l'esprit de création. Car la confiance politique n'est que le reflet d'une confiance plus profonde. Si l'on doute de soi, on s'en remet à ceux qui semblent tenir. Kabila, pour beaucoup, fut le nom de se tenir, un pilier autour duquel on pouvait tourner sans tomber. Mulumba dit au contraire, c'est en plantant nos propres piliers, doctrine militaire, récit national, médias publics, discipline de commandement, que nous tiendrons. Et ces piliers ne se bâtissent pas avec les outils qui les ont empêchés d'émerger. La mise en garde est donc claire. Si vous voulez que le Congo sorte du cycle de dépendance et d'occupation, cessez de croire qu'un homme de ce cycle pourra en être la solution. L'ère Kabila a figé des pratiques dont nous payons le prix à Beni, à Bukavu, à Goma, jusque dans le silence des antennes publiques. Tourner cette page n'est pas une vendetta, c'est une hygiène. Et si l'on tient à la sécurité, à la dignité et à l'unité, alors la confiance ne peut plus aller à ceux qui ont prospéré dans la confusion. Voilà, au fond, le sens du message de Freddy Mulumba. C'est moins une condamnation qu'un appel à se souvenir et à choisir autrement. Tension Vira avec la présence du général Olivier Gassita Mukunda, la présence de Wazalendo, ainsi que cette campagne qui mène aujourd'hui la République démocratique du Congo pour la reconnaissance du génocide congolais. On va dévoiler la non mise en œuvre de justement l'accord de paix de Washington signé le 27 juin 2025. Il était attendu que le chef de l'État se rende à Washington pour conclure un accord économique avec l'État américain, mais jusque-là, cela a été retardé. On va étudier, on va chercher à comprendre c'est quoi les causes. Mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, la République démocratique du Congo a été au cœur d'un échange au niveau africain, en Afrique du Sud. Thabo Mbeki, la fondation Thabo Mbeki a organisé une conférence sur la paix en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a décliné cette invitation. On va essayer de comprendre les coulisses de cette affaire. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous avons pour vous Monsieur Freddy Mulumba, qui revient une nouvelle fois après quelques moments un petit moment de silence. Il vient avec des nouvelles informations pour votre connaissance, votre bien. Monsieur Freddy Mulumba, politologue, chercheur, journaliste, aussi personne engagée pour la cause de son pays, la République démocratique du Congo. Monsieur Freddy Mulumba, merci beaucoup et merci d'être là encore une fois sur ce plateau. Merci, cher ami. Monsieur Freddy Mulumba, avant d'entamer les sujets de l'émission, on va d'abord prendre, comme d'habitude, la clé de lecture des questions de l'heure. Oui, Dan, merci beaucoup.
comme d'habitude, je préfère donner quelques clés de lecture pour comprendre des commentaires ou des analyses qu'on va porter sur certaines informations. Donc aujourd'hui, je vais voir une dimension spirituelle ou bien mystique qui dépasse un peu la vie corporelle, mais la vie physique. J'ai essayé un peu de lire une Congolaise, professeure émérite à Louvain-la-Neuve. Elle s'appelle Clémentine Faïk Nzouzi. Clémentine Faïk Nzouzi. C'est une dame qui est dans la littérature africaine. Africaine, bien entendu. On l'a appris aux humanités. Exact. C'est une dame qui a passé beaucoup de temps dans ses recherches. Elle a dépassé un peu de discussions polémistes. Elle est entrée en profondeur pour comprendre les difficultés que nous connaissons, pour comprendre les attitudes, les comportements, même les visions des élites africaines de manière générale, et élites congolaises de manière particulière. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas comment pendant 60 ans, nos élites congolaises ou africaines qui ont fait beaucoup d'études, de doctorat pour la plupart, pourquoi jusqu'à aujourd'hui on n'a pas résolu la question africaine ou bien congolaise, 60 ans après l'indépendance. Donc elle a fait ce travail pour voir un peu la dimension spirituelle, la dimension mystique. On est coupé de nos racines, de nos êtres. On est désorienté par rapport à nos valeurs traditionnelles. Et pour cela, je recommande au moins 4 livres qu'il faut lire. Les drames chez les Africains noirs, qui aiment beaucoup parler. Les drames chez les Congolais, ils ne veulent pas lire. Qu'on fasse un effort, les savoirs se trouvent dans les livres. On ne peut pas apprendre dans la rue, pas à la télévision, pas dans les réseaux sociaux. Je commence avec les premiers, c'est un roman de professeur Clémentine Faïk Nzouzi, et de la famille de Kadima Nzouzi, qui est aussi un grand écrivain, qui s'appelle Anya, roman initiatique. Quand on parle d'initiation, c'est une autre dimension, une dimension spirituelle, une dimension mystique. Donc pour comprendre comment elle était confrontée à des réalités, il a étudié en Europe, il a donné cours en Europe, mais il était coupé de ses racines congolaises, africaines. Elle a fait un effort pour comprendre ses propres racines, surtout spirituelles, quels sont des signaux, quelles sont les manifestations, les rêves, comment il faut les interpréter. Donc il a mis ça dans un roman. Deuxième livre, intitulé, donc c'est un livre, Tuller dira, les récits véridiques d'une famille congolaise plongée au cœur de l'histoire de son pays. Donc il a pris tout ce que ses parents lui ont raconté, il l'a mis par écrit. Il a expliqué les origines, tout le conflit, le déplacement jusqu'à ce qu'elle est partie faire des études en France. Où elle a été sacrée doctoresse ou bien docteur. Oui. Il y a le troisième livre. Ça, c'est pour le Congo. Elle a fait un travail sur toutes les cultures. Bon, certaines cultures congolaises, dans toutes les tribus, pour sortir ces livres, Sources et ressources. Panorama des cultures fondamentales de la République démocratique du Congo. Et ça peut permettre, si demain on va revoir l'éducation, le système éducatif, il faut introduire ça. C'est important sur le plan culturel, parce qu'on s'est rendu compte qu'on est très faible, on manque de repères. Notre culture, quand on compare aux autres, on n'a pas de racines en quelque sorte. Nous sommes ce que je n'ai pas appelé, que les philosophes comme on a appelé le bifabriqué. Des gens qui ont été fabriqués par l'école occidentale. Et ces gens ont perdu des repères. Donc pour récupérer ces repères, il faut se reconnecter directement à notre culture ancienne, avant que l'Occident
Avant que l'Occident n'arrive. Avant que l'Occident arrive en Afrique ou bien au Congo, mais aussi il faut s'ouvrir sur le monde. Le monde est en train d'évoluer, de changer. Il faut voir dans d'autres cultures ce qui se passe, c'est un peu de récupérer ce qui est positif chez nous, et moderniser notre culture. C'est comme ça qu'on peut tenir sur le plan mondial. Et surtout qu'il y a le président chinois, Xi, qui a proposé une station pour la civilisation mondiale. Donc chaque peuple, chaque État, chaque pays peut proposer à cette nouvelle civilisation ses valeurs. Or, aujourd'hui, on se rend compte que nous, on n'a aucune valeur. Nous sommes tellement déconnectés de nos valeurs ancestrales. On a copié les autres sans devenir comme les autres. On a copié les Blancs sans devenir comme les Blancs. Donc, avec cette nouvelle initiative qui a été proposée par le président chinois, initiative pour le développement, pour la civilisation mondiale, il faudrait qu'on fasse un effort pour se reconnecter à notre culture et qu'on participe à ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est le plan culturel. Il y a un ancien livre, le dernier, pardon, Graphisme porteur de sens dans les arts et les cultures d'Afrique noire. Ce livre a été préfacé par le président Félix Antoine Tshisekedi par rapport à son mandat à la tête de l'Union africaine 2021-2022. Donc c'était les peuples africains, l'Union africaine au service des peuples africains. Et Madame Clémentine a présenté ce livre elle a repris la plupart de symboles qu'on trouve dans des cultures africaines. Donc quand on dit culture africaine, beaucoup plus Afrique noire. Le président Tshisekedi l'a préfacé. J'espère que les Congolais auront les chances de lire ce livre, parce que nous entrons dans un monde en pleine mutation. Les peuples qui n'auront pas une forte culture seront dominés. Donc il faut qu'on arrive à tirer les leçons de l'histoire, parce que nous sommes le seul peuple dans le monde, quand je dis le seul peuple noir africain, qui sont restés toujours à la marge du changement de la modernité. Donc il est temps de tirer les leçons de l'histoire. Il est temps de travailler pour qu'on puisse renaître. On peut parler de la renaissance du Congo, la renaissance africaine. Donc le problème est culturel. Ce n'est pas question d'avoir eu de grands diplômes. Ce n'est pas question d'avoir l'argent. Ce n'est pas question d'avoir assis sur les mines d'or. Mais le problème, la crise que nous connaissons, c'est une crise d'identité. Donc il faut déjà s'attaquer à cette crise pour que les autres crises soient résolues. Crise politique, crise économique, ça a des liens avec la crise d'identité que nous avons. Donc il y a un travail à faire. Madame Faïk n'est pas seule. Il y en a quand même beaucoup qui ont écrit. Il y a Bokassa, je pense, qui a aussi publié. Et il y a Moudimbe, et puis Songano Kachama, Kamana, vous avez d'autres philosophes. Bissi Boulaga, les Camerounais, ils sont nombreux. Mais malheureusement, nos élites africaines, noires, tout comme nos élites congolaises, ne se ressourcent pas auprès des philosophies, auprès des philosophes ou bien d'intellectuels africains. Préfèrent copier ce qui vient à l'extérieur et reproduire comme des perroquets. Donc nous réfléchissons par procuration. Voilà pourquoi nous sommes en crise. Deuxième élément de clé de lecture, j'étais à Lubumbashi, je pense du 1er au 10, oui. J'étais à Lubumbashi, j'ai assisté à une soutenance de thèse à l'université de Linulu. Cette thèse a été patronnée par le professeur Mbaza Malale. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait invité pour venir assister. Et celui qui présentait la thèse, c'était le général-major Bonzo Bindu Etienne. C'était un militaire. Mais là, c'est sa thèse. Et le titre, c'était la réforme juridico-administrative
de FARDC et le maintien de la paix dans l'est du pays, la RDC. Et il est parti d'une analyse sur la réforme de 2011 de l'armée 14 ans après pour tirer quand même quelques constats. Mais ce que j'ai retenu, il faut dire que les difficultés que nous avons aujourd'hui dans notre armée tirent ses origines de cette loi de réforme de la réforme de 2011, qui a été en fait un piège tendu. Donc tout était préparé pour que le Congo vive dans une confusion totale. Donc, pardon, l'armée. Donc vous avez des zones de défense, vous avez des états-majors, aucune coordination, il n'y a même pas l'unicité du commandement. Et le doctorant, qui est aujourd'hui docteur, a démontré les conséquences de cette réforme de 2011. Donc, comme 14 ans après, cette réforme n'a donné que quelque chose de négatif. Ce sont des échecs. Donc, l'armée congolaise ne peut jamais gagner la guerre. Impossible. Et à la fin, il a expliqué qu'il faut que la prochaine réforme, qu'on fasse appel, bien entendu, aux experts militaires, mais aussi aux experts civils, politologues, philosophes, pour qu'il y ait un travail d'ensemble, pour que demain, que notre pays soit doté d'une nouvelle armée qui est proche du peuple et non contre le peuple. Parce qu'actuellement, l'armée que nous avons, pas toute l'armée, mais certaines unités font n'importe quoi, pillent et tuent. Quelquefois, certains généraux sont corrompus. Donc il faudrait réformer vite l'armée pour qu'on soit capable de tenir et de défendre nos intérêts et surtout nos richesses. Et ça peut nous aider à comprendre pourquoi à l'Est, vous avez vu au sud Kivu, en Ituri, ce qui s'est passé. Donc, à Uvira, après Ituri, vous avez Beni Lubero. Donc tout est lié à la réforme de 2011. Qui a été un piège tendu. Parce qu'on ne peut pas avoir une armée qui a de pouvoir sur position. En quelque sorte, vous n'avez pas une unité de commandement. Je te prends l'armée américaine. Il y a une unité, il y a un chef d'état-major qui est le président et qui est à la tête d'autres états-majors. Le général est le président des états-majors. C'est lui qui commande. Il n'y a pas trois commandements. Mais vous venez chez nous, vous avez l'état-major provincial, vous avez d'un côté ce qu'on appelle les zones de défense, on ne sait pas qui doit décider. Ça s'est passé à Goma, avant que celui qui est Chirimami, celui qui a été tué. Chirimami. Oui. On ne savait pas qui décide sur le terrain. Tantôt, vous avez des généraux qui décident 4 ou 5. L'autre côté, vous avez les généraux qui est patron de la province. La confusion entretenue. Donc, c'était les pièges qu'on a tendus depuis 2011. Donc, cette réforme était déjà un piège tendu. Mais le drame est que les Congolais, et surtout les intellectuels, n'ont pas eu le temps de prendre ces documents, de cette réforme, et de l'analyser, de la critiquer. Donc, nous avons les conséquences de la réforme de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc il faudrait qu'on pense une réforme. Cette réforme, il faut associer experts militaires, bien entendu, experts congolais, et éviter la mainmise de l'armée sur l'armée par les puissances étrangères. On peut collaborer, mais il faut éviter que les puissances étrangères contrôlent notre armée. Parce que jusqu'à présent, tantôt vous avez la MONUSCO, tantôt vous avez les forces de CAC, donc il y a la confusion totale. Donc il faut que les Congolais même réfléchissent et proposent une solution à la crise qu'on connaît au niveau de l'armée. Parce qu'avec cette armée, on ne peut pas gagner la guerre. Vous comprenez pourquoi? Au sud Kivu, donc à Uvira, il y a des problèmes. En Ituri, il y a des problèmes. Parce qu'il n'y a pas un commandement unique. En 2013, il y a eu la débâcle du M23.
On a suivi les anciennes autorités dire qu'ils ont vaincu le M23 avec cette même armée. Qu'est-ce qu'elle a été? Ils ont dit, mais quand tu regardes de plus près, c'est parce que les Américains, Obama, a appelé Kagame de retirer ses troupes. Parce que Kagame a des gens, ces gens dans l'armée ici. Parce que quand vous parlez aux étrangers, ils ne comprennent pas. Un petit pays comme ça, comment ils peuvent vous dominer? Comment l'armée rwandaise peut nous gagner? C'est parce que pendant plus de 20 ans, Kagame a placé dans les places stratégiques ces militaires à lui qui contrôlent. C'est lui qui donne les instructions. Voilà pourquoi nous sommes en difficulté. Nous ne sommes pas tous idiots quand même. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Kagame continue toujours à... Mais on les voit, non? Les coups d'État qu'on fait là, ça fait l'accord de qui? Tous les généraux qui sont arrêtés. Les débâcles de Goma. C'est passé comment? Normalement, c'est là où on doit avoir des experts, non, des intellectuels en matière militaire qui doivent parler, s'exprimer. C'est pas normal. On ait pris Goma, on ait pris Bukavu, on a pris encore Bunagana. Ça fait bientôt 4 ans. Oui. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois à Goma, 6 mois à Bukavu. Mais curieusement, à Kinshasa, vous discutez comment partager le pouvoir. Donc vous ne comprenez pas les enjeux. Voilà la difficulté que nous avons. On parle de dialogue, on parle de... Le dialogue pour faire quoi avec? Parce que nous sommes occupés. La première chose à faire avant de faire le dialogue, c'est chasser ceux qui occupent le Congo. Normalement, tout dialogue devrait tourner vers ça. Donc, ça signifie que quand j'ai parlé de crise d'identité, c'est ça cause de ça. Donc, notre élite n'a pas de repères. Notre élite a perdu le sens même de la vie. L'élite congolaise, politique comme intellectuelle, est réduite aujourd'hui au niveau de la mangeoire. Et quand ces gens se retrouvent, ils parlent en termes, oh, moi j'ai 5 bâtiments de 10 niveaux, et toi tu as construit, j'ai acheté des appartements en Europe. Il n'y a que ça. Donc vous n'avez pas d'élite. Quand l'élite se retrouve, il parle de l'avenir du pays, l'avenir des enfants, de leurs enfants, des petits-enfants. Il parle de l'histoire, de la culture. C'est ça l'élite. Mais quand vous voyez l'élite qui est réduite au niveau de la mangeoire, au niveau des biens matériels, donc vous avez des mercenaires. Nous sommes dans cette situation actuellement. Voilà la grande difficulté. Et tant que cette élite n'a pas été... Tant que cette élite se trouve dans ces conditions, on ne s'en sortira pas. Donc, il faut faire partie des moyens pour la changer. Changer l'élite. Monsieur Freddy Mulumba, vous avez parlé également de la RTNC. Vous avez été dans le Haut-Katanga. Faites-nous un peu un état des lieux de la RTNC dans le Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika, dans l'espace ancien Katanga à l'époque. Bon, je pense que j'avais fait, ça fait 4 semaines, j'avais fait le Bumbashi, les Kassi et Kolwezi. C'était pendant 2 jours. Mais cette fois-ci, j'ai passé 2 semaines. À Kolwezi? Non, pas à Kolwezi, à Lubumbashi. C'est le Haut-Katanga. Mais ce qui m'a frappé, j'ai fait un tour à la RTNC. Mais c'est une catastrophe. Une catastrophe. Ils n'ont pas de télévision. Donc l'émetteur est en panne. Et leur émetteur radio ne va plus loin, ne va pas plus loin. C'est à peu près, je peux parler 1 kilomètre, c'est encore beaucoup plus. Même 2. Donc, au Katanga, donc à Lubumbashi, les gens ne savent pas ce qui se passe dans la ville. Les gens ne savent pas ce qui se passe à Likasi. Les gens ne savent pas ce qui se passe à Kolwezi. C'est la même chose, ceux qui sont à Kolwezi ne savent pas ce qui se passe à Lubumbashi. Parce qu'il n'y a pas des informations qui sont données par la télévision nationale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matériel. Donc même à Kolwezi, il n'y a pas de... Il n'y a rien à Kolwezi. Il y a Karl Nawej qui est là, qui est directeur de la RTNC provinciale, mais sans matériel. On paye des agents. Il n'y a ni radio ni télévision. Il y a un problème. Or, ça date de quand, M. Freddy Mulumba? Mais depuis toujours pour le Kolwezi. Parce que c'est une province qu'on vient de créer. Il fallait doter Kolwezi d'une télévision, d'une radio. Il n'y a rien. Aucun matériel. Ce n'est pas le travail de gouvernorat. Normalement, c'est le travail du ministère de la Communication. Parce que les émetteurs, tout comme la télé, tout comme la radio, c'est le ministère de la Communication qui va acheter. Il y a un budget pour ça. Mais curieusement, on n'achète rien. Donc quand on parle de Katanga, là où il y a beaucoup d'argent, vous avez une telle situation. Et quand vous partez au Bandung, donc les gens ne savent pas ce qui se passe réellement, même à côté d'eux. Et tout ça... Oui. Beaucoup de gens peut-être vont peut-être
Pour aussi revenir sur vous, vous avez été à un moment DGA, vous avez été DG aussi de la RTNC. Ouais. Votre part de responsabilité dans tout ça. Est-ce que vous avez aussi une responsabilité dans cette affaire de la RTNC? Oui, parce que les gens ne comprennent pas comment la RTNC fonctionne. Tous les matériels, ce qu'on peut appeler investissement, ce n'est pas la RTNC qui achète. D'abord, c'est une entreprise, un service public, donc c'est l'État qui contrôle. C'est l'État qui doit acheter. Tous les matériels de l'RTNC, c'est l'État. Il y a un billet pour ça, au niveau du budget national. Quand moi j'étais DGAI, j'en ai acheté des caméras et 4 émetteurs. Le premier émetteur, ça a été placé à Bukavu parce qu'il y a eu feu. Il y a eu incendie. J'avais envoyé toute une équipe. On a mis un émetteur. Ça ne coûtait rien pour la radio. J'ai acheté un autre émetteur à Kananga et à Mbujimayi. Et le dernier, c'était pour Bandundu. L'émetteur radio ne coûte rien. Je l'ai dit ici, c'est entre 12 et 15 000 dollars. Comment expliquer un pays comme nous, donc comme le Congo, un grand pays qui a des millions, comment expliquer que dans des provinces, la radio nationale et la télévision ne fonctionnent pas correctement? Et c'est toi le Bumba, au Katanga là. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Oh, c'est une chose importante. Rien. Mais il y a, M. Fodi Bumba, mais il y a, comment dire, il y a ce qu'on prépare là, ce qui se passe déjà quand on regarde bien les 26 provinces, la République démocratique du Congo. Si on doit faire réfléchir autour de la présence réelle de la RTNC, est-ce qu'elle peut être dans combien de provinces sous les 26? Déjà, quand vous étiez à la RTNC, comment était la situation avant? Mais je t'ai dit que c'était une catastrophe. Moi, je n'ai fait que 6 mois en tant que DGAI pour prendre la direction. Comme ça, moi, je prends des décisions pendant 6 mois. Le problème, c'est quoi? On doit se poser une question. Pourquoi on néglige la RTNC? Pourquoi le ministère de la Communication n'est pas capable de doter à la RTNC les matériels qu'il faut? Ça ne coûte rien. Il y a moi je dirais un complot. Je ne mâche plus mes mots. Comment ça, M. Frédéric? Nous sommes, la RTNC, c'est un média public. À quoi c'est un média public? C'est informer le peuple, créer en quelque sorte ce que je peux appeler une opinion publique. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, même s'il y en a, qui suit? Quel est le contenu? Et moi, je trouve un peu déplorable, c'est de voir que ceux qui sont spécialistes en matière ne réclament rien. Il faut réclamer pour qu'on dote la RTNC des télévisions, des radios à travers toutes les provinces. C'est ainsi qu'on peut garder l'unité du pays. Ce qu'on fait maintenant ici, on contribue à la balkanisation. Et celui qui ne le fait pas est complice. Je dis, ça ne coûte rien d'avoir un émetteur. Mais un complot, qui est dans ce complot et pourquoi? Mais qui décide? Ce n'est pas les ministres, non? Oui, le ministre, bien sûr. Oui, pour acheter un émetteur, il fallait demander au président. Moi, j'ai acheté là-bas. J'ai demandé à qui? Pour acheter un émetteur à Kolwezi, il fallait demander au président. À quoi sert le budget de la RTNC? Pardon, le budget du ministère. À quoi il sert? Et on est incapable de faire une critique. Et on ne comprend pas les élites congolaises. On est complaisant, on est complice. On doit avoir le courage de dénoncer. Ce n'est pas normal que vous soyez dans un pays comme le nôtre, l'information ne circule pas. La fois dernière, j'étais à Komanda. Est-ce que les gens de Komanda, donc c'est à quelques mètres de 110 km de Bunia, et ça se passe à Kinshasa? On fait Djiboura Kinshasa ici, on crée Bendele Kweyate. C'est des histoires. Ça doit s'arrêter. On ne doit pas être complice et complaisant. C'est pas normal. Nous sommes en pleine guerre. Quand vous regardez à la télévision, on parle d'autre chose. Est-ce qu'on vous parle de la guerre qui se passe, qu'on a occupé Bounanga, ça fait 5 ans, 4 ans maintenant? Il y a des briefings qu'on organise des fois. Des briefings qui les suivent. À part quelques individus, quand je travaille le soir, j'ai posé une question. Est-ce que le peuple sait ce qui s'est passé? Non, tu sais, les Africains, les Congolais en particulier, donc les élites, je ne sais pas.
comment les qualifier? Nous tous ici, on a étudié en Europe. On a vu comment l'Occident s'est forgé, s'est construit. Pourquoi ils ne sont pas capables de faire ce que les Blancs ont fait, les Chinois ont fait, les Américains, les autres et les Russes? Pourquoi? Ça prouve que nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. Donc il faut changer d'élite. Parce qu'aujourd'hui, on décide de mettre des moyens au niveau de la RTNC, former, équiper. Je pense que notre peuple sera bien informé, il saura ce qui se passe à l'Est. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons savoir ce qui se passe à l'Est, on suit les radios étrangères. C'est pas normal. Il y a des fois où on a tué des gens, la RTNC sort l'information en retard. Mais il y a un problème. Et nous regardons là, pour faire plaisir aux gens. Non. On doit être capable de réclamer. C'est une entreprise d'État, c'est un service public, c'est pour le peuple. La RTNC a pour objet ou bien pour fonction d'informer la population, de former, de distraire et d'orienter, de créer une opinion. Vous demandez à Kinshasa, tout comme à l'Est, partout, la RTNC n'existe presque pas. Est-ce qu'il faut continuer avec ça ou bien il faut rompre? Il faut que les gens doivent apprendre à parler. La liberté a un prix. Si vous êtes, comme vous êtes là, avec le temps, les étrangers vont nous dominer presque, je ne dirais pas éternellement, mais pendant un temps. C'est encore beaucoup plus, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc il faudrait que l'élite se réveille. Il faut travailler. Il faudrait que l'élite joue son rôle au sein de la société. C'est bien de parler français comme nous parlons ici. On a besoin des actions sur le terrain. Est-ce que ce que nous faisons, ça change la vie de notre peuple ou pas? Que venir à la télévision raconter sa vie, moi j'ai 5 diplômes, ça ne sert à rien. Mais quand vous partez au village, votre maman, votre grand-mère est dans une case, sans courant et sans eau. Un peu. Il y a un problème quand même, non? Monsieur Freddy Mulumba, merci. C'était dans la clé des lectures. Il fallait l'expliciter un tout petit peu pour que l'opinion comprenne. On va maintenant prendre la question de cette affaire de génocide. Le génocide congolais, le gouvernement congolais a plaidé à l'ONU que le monde entier reconnaisse le génocide congolais. La réaction du ministre rwandais des Affaires étrangères et coopération est la suivante. Le Rwanda juge stupide la campagne de la RDC pour la reconnaissance d'un génocide commis par Kigali et ses supplétifs. Monsieur Freddy Mulumba, comment vous réagissez par rapport à cette position du Rwanda sur la RDC? Normalement, celui qui a parlé, il est officiel, non? Il est ministre des Affaires étrangères. Bien sûr. Qui doit réagir? Le gouvernement congolais. Pourquoi il n'a pas réagi? Vous savez, on ne méprise sérieusement pas les Rwandais. Les Rwandais ont un mépris pour l'élite congolaise. Parce qu'ils parlent comme ça, personne ne réagit. Mais ces gens-là ne comprennent rien du tout. On nous a insultés. Normalement, c'est le gouvernement qui devrait prendre la parole. Qui passe tout le temps avec vos histoires de briefing. Hein. C'est répondre à ces... Les Rwandais sont arrogants. Ils pensent qu'ils sont supérieurs aux Congolais. C'est ça la lecture. Ils ont tué 10 millions de Congolais. Un génocide. Le Congo décide de faire connaître son génocide. Ils se prennent de parler comme ça. À Kinshasa, tout le monde s'est tué. On fait du cinéma ici. Ça fait très mal que d'autres peuples, d'autres élites d'autres pays parlent de notre génocide, sauf nous. On a parlé, c'est passé où c'est aux Nations Unies, non? À Genève. Et sur place, on va demander à la population, regardez ce que c'est le génocide ici. Comment est-ce que nous parlons à l'extérieur, à l'intérieur du pays, on n'en parle pas? Mais il y a une transmission à la RTNC de cette... C'est dit, quand on dit, ça signifie que... conférence-là. Ça signifie qu'il faut... On a retransmis combien de gens suivent la RTNC? Combien de gens? C'est faire des dessein pour abrutir notre peuple. S'il n'y a pas une information qui circule, le peuple devient idiot. Sous dans ces conditions-là, on devrait aujourd'hui commencer à faire la campagne à l'interne. Ça signifie que expliquer d'abord les génocides, c'est quoi? Qu'est-ce qui est à la base? Qui sont les responsables? Parce que dans ces génocides, ce ne sont pas les Congolais qui se sont entretués. Ce sont les Rwandais et les Ougandais qui ont tué les Congolais. Pourquoi on a peur de parler de ça? Pourquoi? On peut faire beaucoup plus. On parle de l'étranger, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que ces projets soient portés par les Congolais même.
Quand on dit Congolais, c'est les petits peuples. Quand vous dites c'est à Qu'ils sont conscients. c'est un dessein pour abrutir le peuple congolais. Oui. Ça veut dire que dans l'appareil gouvernemental, Le discours n'est pas clair. On devrait faire apprendre. Tu parles à Kigali, non? Tu parles à Kigali. On a appris au Rwandais on a tué, les Tutsis ont été décimés par les Hutus. On en parle à Kigali, non? Et chez nous, est-ce qu'on dit aux Congolais que ce sont des Rwandais qui ont tués? Hein? Qu'on ait le courage de pointer du doigt. Et ça doit se faire d'abord ici, avant d'aller à l'extérieur. Comme ça, les petits ministres n'allaient pas parler. Tous ces petits Rwandais-là ont étudié ici. Tous ces petits Rwandais qui sont arrogants, ils ont étudié ici. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est de voir que Kinshasa, on s'était. Si les personnes ne parlent pas, vous verrez personne. Les autres viennent raconter des histoires et puis ça disparaît. Combien d'élites congolaises, combien de ministres parlent contre le génocide? Combien? Combien de médias ici, à commencer par vos médias ici? Eux, vous en parlez. N'en parlez même pas. Il y a un problème. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez nous, M. Freddy? Pourquoi nous sommes... Il y a d'abord l'infiltration. Dans des postes stratégiques, vous avez des gens qui sont pro-rwandais ou bien ougandais. Vous avez ou bien des Rwandais. Même au sein du gouvernement? Je te dis que dans des postes stratégiques, vous avez soit des pro-rwandais, soit des Rwandais. Ce qui fait difficile qu'on puisse parler du génocide congolais. Si on va en parler, on se cache un peu là. On ne veut pas prendre position. Et deuxième chose, nous sommes un peuple traumatisé. La peur de la mort. On a assassiné Lumumba, on a assassiné Moulele, on a assassiné Mouzé Kabila. Et toute l'élite a peur d'être tué par Kagame. Kagame sème la terreur. Donc quand tu parles de Kagame, tu vois déjà la mort. Et ça, avec ça, notre peuple a peur, surtout les autres ont peur de parler. Si vous parlez, monsieur, demain matin, Kagame le compte avec toi. L'autre élément, il faut dire que beaucoup de nos élites sont corrompues par Kagame au Rwanda. Parce que les Kagame... Élite politique intellectuelle. Tous ces gens sont entrés en politique grâce à Kagame. Je peux dire 90% de la masse des élites congolaises qui sont en politique, ils sont par la volonté de Kagame avec l'arrivée de l'AFDEL. Et je rappelle ici, pour devenir ministre, DG Haute, il fallait que l'Afrique Kagame donne son quitus, même pour être nommé général. Donc là, vous parlerez comme les avocats de la République qui ont dit que Kabila, c'était un Rwandais, un pion de... Vous parlez comme maître Richard Bondo et tous les avocats qui ont plaidé pendant ce procès pour la RDC. Et si je ne parle pas d'un individu, la difficulté, vous voulez toutefois individualiser le problème. Si je te parle de la grande majorité de notre élite politique intellectuelle actuelle, c'est le produit ou bien la fabrication de Kagame Museveni. Voilà notre grande difficulté. Et ces gens ont peur de leur maître. Pourquoi ils ont peur? D'abord, beaucoup ont été corrompus. D'autres, vous connaissez, quand ils parlent à Kigali, ils aiment la belle vie. Ils oublient que tout ce qu'ils font, c'est filmé par les services secrets rwandais. Et quand vous voulez partir, tout simplement, un petit morceau de vidéo, on vous dit taisez-vous. Voilà pourquoi chez nous, il y a le silence. Ça ne peut pas s'expliquer. On peut vous insulter comme ça. Ces petits ministres des Affaires étrangères insultent les Congolais. À Kinshasa, rien. Pourquoi? Monsieur Freddy Mulumba, est-ce que le président Tshisekedi est au courant de cette affaire? De quoi? Quelle affaire? Le fait que les Rwandais sont très présents dans notre appareil stratégique. Je peux te dire que le président, c'est la seule personne la mieux informée et renseignée. Il est bien renseigné que vous. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ça, c'est tout. Merci, monsieur Freddy Mulumba. Avançons un tout petit peu sur une autre question. Le deal. Avant d'aller au deal, la situation aussi à Uvira. On va parler dans dernière minute. À la fin, ok. Pas de souci. Et les massacres de Lubero et Beni. Ouais. Commençons d'abord par cette affaire de la tension à Uvira. Il y a eu un général que la population a dit non, à qui on a refusé
Et selon les informations que nous avons reçues de première main, le monsieur a déjà quitté Uvira. La situation n'est pas toujours calme parce que la population ne croit pas à son départ, parce qu'on ne l'a pas vu partir, quitter Uvira. Le gouvernement est sur place pour rassurer la population. Pourquoi est-ce que ce monsieur a fait l'objet de tensions, de critiques? Est-ce qu'il y a une information que nous ne connaissons pas? Non, tout le monde connaît. Tout le monde est informé, non? Oui. C'est l'homme Bitakwira, il dit que l'homme, il était à Bukavu, non, Goma d'abord. Goma tombe, l'homme se retrouve à Goma. Goma, après après Bukavu, il s'est retrouvé à Kindu, de Kindu au Vira. C'est là où le peuple reste vigilant. Moi, je pense que c'est une bonne action. Parce que l'armée est là pour défendre le peuple. L'armée ne peut pas s'imposer sur le peuple. Parce qu'une armée du peuple est là pour défendre la population, ou bien le peuple congolais. Le peuple a trouvé que ce n'est pas normal. La personne qu'on a vue ici, qui est un complice, le lendemain il va revenir pour encore s'occuper des renseignements militaires. Non. Mais le ministre, le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, a dit qu'il y a eu des enquêtes sur sa personne. On n'a trouvé rien de mal sur lui. Ça n'a rien. Tout ce qu'on lui reproche n'est pas vrai sur. Oui, ça c'est la position de l'armée, c'est normal. L'armée doit se défendre ses militaires, ses soldats, ce qui est normal. Mais la réalité est tout autre, parce que la population ne se trompe pas. Il y a... la population ne peut pas être manipulée aussi. Je ne pense pas, c'est pas manipulé. Nous sommes à Kinshasa, on ne connaît pas comment est-ce que les gens de l'Est se comportent. Ils se connaissent mieux. Donc il faut tout le temps les écouter. Il faut tout le temps les écouter et demander conseil aux autres, peut-être chacun peut donner son point de vue, pour parvenir à trouver de bonnes solutions. Il faut les écouter. Il faut aussi relire l'histoire. C'est important. Le général Ekenge, porte-parole de l'armée, dit que les Ouazalendo, l'armée congolaise ne contrôle pas les Ouazalendo, mais il est en train de collaborer avec les Ouazalendo. Est-ce que cela est-il... Non, je n'ai pas suivi ça. Je ne peux pas faire un commentaire sur ça. Moi, je n'ai pas suivi ça, malheureusement. D'accord. Monsieur, les Rwandais disent que c'est un conflit, c'est plutôt conflit identitaire. Parce que le monsieur est plutôt Tutsi. Ça, c'est le même ministre rwandais là qui dit que c'est parce qu'il est Tutsi. Donc, il reconnaît qu'il est rwandais. C'est ça, oui. Non, il dit qu'il est Tutsi. Ça signifie quoi? Il est Tutsi congolais. Non. Ça ne passe pas comme ça. Soit il est congolais, soit il est rwandais. Pas parce qu'il est Tutsi ou bien... Non, ici, on parle... La nationalité, c'est une notion juridique. Hein. Quand on dit que tu es congolais, c'est par rapport à l'État congolais. Pas par rapport à ta tribu. Pourquoi lui, qui est rwandais, veut défendre un Congolais? Ça n'est pas debout. Si l'autre est congolais, c'est les Congolais qui doivent les défendre, ce ne sont pas les Rwandais. Voilà un peu les problèmes. Ça signifie que pendant la période de brassage, mixage, beaucoup de Rwandais ont intégré notre armée. C'est la réalité. C'est possible que ce général soit rwandais. Je ne dis pas que ce soit rwandais ou pas. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que les ministres rwandais défendent un Congolais en disant les Tutsis. Pourquoi ne défendent pas les Tutsis qui sont au Burundi? Il y a des Tutsis au Burundi, non? Pourquoi les ministres, quand les Tutsis au Burundi ont des problèmes, pourquoi ne demandent pas de compte au Burundi? Pourquoi s'intéressent beaucoup plus aux Congolais? Ça signifie que beaucoup de nos militaires ont été intégrés pendant les brassages et mixages pour nous infiltrer. Voilà le problème. C'est la réalité. Et le peuple là connaît qui est qui. Il y a moi je n'aime pas utiliser le terme Tutsi. Il y a des Congolais, mais qui sont d'origine rwandaise, qui sont là-bas, qui ne posent pas de problème. Pourquoi ça doit poser problème au Rwanda? Pourquoi? Tu vois, ces petits ministres-là, il est arrogant. Bientôt ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter bientôt. Il nous insulte. D'ailleurs, il n'est pas le seul, hein, même le fils de Museveni. Je te dis que ça va, c'est fini, c'est terminé. Tu vois la chance que nous avons eue, c'est avec Félix. Kagame ne parvient pas à voir Félix, regarder Félix dans les yeux. Il a peur. Kagame, même les petits de Museveni, là, ils faisaient des bêtises. Hein. Tu sais, on leur a fait comprendre par l'Occidental, vous êtes supérieur aux Congolais.
Ils se sont trompés d'époque. Tous ces petits Rwandais qui sont là, ils ont été formés ici. Formés ici. Ils viennent, ils tuent les Congolais, ils les pillent, et puis ils deviennent encore arrogants. Et vous pensez qu'on va laisser faire ça? C'est une erreur. Ils sont trompés d'époque. Un Congolais sérieux ne peut pas reculer devant un petit Rwandais. Un petit pays pauvre. Les Rwandais quoi? Dites-moi, au Rwanda, il y a combien d'intellectuels? Tu connais les écrivains rwandais? Même pas les journalistes, tu les connais? Hein? Monsieur Fredy Mulumba. C'est parce qu'ici, il y a beaucoup de gens que Kagame a créé, a fabriqué, et ces petits gens ont peur de lui. Parce qu'ils doivent tout à Kagame. Il y a des gens même du temps de Moïse, ce n'est pas des ministres de ce pays. Même des illettrés. Monsieur Fredy Mulumba, parlons de la situation maintenant à Lubero et Beni. L'ADEF continue de tuer. Quand vous étiez à Komanda, les mêmes ADEF avaient encore tué. Une question Itouki. Il n'y a pas d'ADEF. Et pourquoi ils tuent? Il n'y a pas d'ADEF. C'est Kagame Museveni qui tue les Congolais. Il n'y a pas d'ADEF là-bas. Mais nous avons des opérations conjointes avec... J'ai dit c'est Kagame et Museveni qui tuent les Congolais. C'est pas des ADEF? Non. Et tout qui, d'abord? Population congolaise. Quand j'étais à Komanda, la majorité de personnes, des victimes, ce sont des Nandais. La majorité. Des gens qui sont morts. Les Nandais, tu vois les Nandais, non? Oui. Quand on fait une analyse, aujourd'hui, le seul peuple qui résiste et au Ougandais et au Rwanda, au régime de Kagame et de Museveni, sont le peuple Nandais. D'abord, les Nandais sont nombreux, les Nandais sont trop riches, ils ont une culture forte. Donc, que font les Rwandais? Il faut casser les Nandais. Dès qu'on casse les Nandais, ils vont prendre le Kivu. Ils vont prendre, on va relier les Luturi jusqu'au Katanga. Et les Rwandais et l'Ouganda prennent ça. Il faut casser les Nandais comme ça. Ils quittent les territoires. Et entre-temps, on prend des populations rwandaises, tout comme ougandaises, on les installe. En 2020, il y a Monseigneur Irindi, je ne sais pas un autre non chrétien. Il est évêque de Bunia. Il l'a dit clairement. Dès qu'on crée la panique, les gens laissent l'espace vide et puis on s'installe. Mais les Nandais à Lubero, ils ont dit on ne quitte pas nos terres. Ils restent là-bas. Que faire? Il faut tuer davantage. Mais ce qui est dramatique dans tout ça, c'est quoi? Tous ces Occidentaux qui viennent vous donner des leçons de droits de démocratie, des droits de l'homme, combien parlent? Allez dans les médias internationaux, on ne parle pas de morts de Congolais. Est-ce que nous sommes conscients? Là, vous avez des élites conscientes. On vous tue, vous faites comment? Il faut résister. Vous devez vous organiser pour vous battre. Sinon, vous allez disparaître. Il n'y a que ça maintenant, la résistance et se battre pour que les Rwandais aient peur de nous. Sinon, on va tous nous décimer. Ces attaques ont été revendiquées par l'État islamique. Il n'y a pas d'État islamique. Pourquoi l'État islamique n'attaque pas Kagame, n'attaque pas Museveni? Pourquoi n'a qu'à attaquer les Congolais? Quels Congolais encore? Les Nandais. Je ne sais pas si on comprend ce qui se passe. Et tant qu'on n'a pas créé un rapport de force, on risque de s'y mettre tous les Nandais là. Il faut aujourd'hui prendre conscience. Tu vois aussi de Kivu. Les gens du sud de Kivu, là, les Maïmaï, si vous appelez les Ouazaliens, ils ont résisté. Ils se connaissent très bien. Ces gens ont besoin de nos terres. Si vous ne faites rien, on les prend. Mais M. Fredy Mulumba, les populations locales que les médias sur place ont interrogées disent que nous sommes abandonnés par le gouvernement de Kinshasa. Nous ne nous sentons pas protégés. Quel est votre avis par rapport à ça? Qui dit ça? Population locale. L'armée est infiltrée. Les militaires ne se battent pas pour la population. Ce sont les militaires que Kagame Museveni contrôle. Hein? Qui ne connaît pas la vérité? Tous ces généraux-là, qui les a nommés? Ils sont complices avec Kagame Museveni. Comment ils vont être faibles comme ça? Moi, je ne comprends pas. On a tué 10 millions de Congolais. Le pays est occupé. À Kinshasa, vous êtes dans des polémiques. On doit s'organiser pour se battre. Il n'y a pas autre chose. Les peuples ne se sont pas battus, ont été faits esclaves. Ce qui va se passer, si on ne se bat pas, et les Rwandais, les Ougandais,
ils vont nous occuper. Nous serons esclaves des Rwandais, des Ougandais. Même nos enfants. On parle de dialogue également. Il y a une proposition, la feuille de route proposée par la SYNCO et l'ECC et d'autres confessions religieuses qui se sont également rajoutées ou mis du côté des évêques de la SYNCO pour pouvoir organiser ce dialogue. Ils parlent d'un dialogue inclusif. Tous les groupes armés, les groupes armés qui sont là, les M23, tous les acteurs politiques. Est-ce que vous pensez que le dialogue est une voie idéale de sortie des crises? Je t'ai toujours dit ici, cette guerre va terminer, c'est pas parce qu'on a fait le dialogue. C'est parce qu'on a fait la guerre. On a chassé l'Ouganda, les Rwandais et les Ougandais de notre territoire. Il n'y a que ça. Mais on va faire, monsieur Fadimou, je vous comprends très bien. Mais notre armée est infiltrée. L'armée, je te dis la fois, il y en a combien qu'on a arrêté aujourd'hui, qui sont en prison, des généraux complices. On va nettoyer l'armée. Dès qu'on termine. Cette guerre ne fera pas 6 mois. Parce que Kagame et Museveni ont des complices dans notre armée. Voilà pourquoi on tourne en rond. Mais à Washington, on a signé un cessez-le-feu. On a signé un cessez-le-feu à Washington, on a signé un cessez-le-feu à Doha. Est-ce qu'il faudrait qu'on mette tout ça de côté? Mon cher ami, les Américains ne viendront pas se battre pour nous. Retenez ce que je vous dis là. C'est quand nous allons nous armer nous-mêmes. Nous battons les Rwandais et les Ougandais, ils vont fuir. Nous sommes 5 millions d'habitants. Il ne faut pas attendre quelque chose d'américain. Vous pensez que l'Amérique va venir ici se battre? Vous êtes chez vous, bras croisés? Vous parlez de Trump. Vous avez dit que Trump vient mettre fin à ce Je t'ai dit ceci. Je t'ai expliqué. Trump vient mettre fin ici, pas pour vous. Trump vient mettre fin au chaos parce qu'il a besoin de minerais. Pourquoi on est naïf? Vous pensez que Trump va amener des troupes pour chasser les Rwandais de territoire? C'est une erreur. Vous n'êtes pas une élite. Lisez l'histoire d'autres peuples, mon cher ami. Mais monsieur Freddy Moulumba, Hein? parlons maintenant du deal. Parce qu'on est déjà en train de clôturer. Mais parlons un peu du deal. Les deals, Qu'est-ce qui retarde la les deals posent problème parce que les Congolais n'ont pas encore compris que nous sommes un enjeu géopolitique important. Trump voudrait mettre la paix au Congo. Mais d'autres intérêts ne veulent pas. Parce que dès qu'on met la loi américaine ici, toute la magouille, donc toute la mafia va disparaître. Donc, malgré la volonté du chef de l'État de pouvoir mettre fin à cette guerre, il est allé à Washington, il a envoyé des gens à Doha. J'ai dit ceci. Il a été au Kenya, en Angola. Vous ne comprenez pas. J'ai dit que nous sommes un enjeu important. Vous avez des intérêts qui s'affrontent. Trump est en face des globalistes. N'oubliez pas. Ces globalistes ont fait la guerre de l'AFDEL. Les Bill Clinton et les autres, son clan, ont fait la guerre de l'AFDEL pour mettre la main sur le Congo et les faire imploser. Trump vient dire non. Le Congo doit rester tel qu'il est pour qu'avec cette stabilité, qu'il fasse face à la Chine. C'est la compétition pour Trump. Donc on ne peut pas aller faire, faire une compétition avec la Chine avec un État en lambeaux. Il faut un État stable. Avec un État stable, on peut avoir un allié sûr. On peut appliquer des lois et des règles. Et puis sécuriser les mines. Donc, pour Trump, le Congo doit rester tel qu'il est. Donc, dans ses frontières, qui est un État stable. Pour les globalistes, ils n'en ont pas besoin, il faut que le Congo soit coupé en morceaux. Voilà le conflit maintenant. Voilà pourquoi ça traîne. C'est au niveau de l'Amérique. Les clans des globalistes, les clans des souverainistes qui s'affrontent. Et ça a des conséquences sur le terrain. Voilà pourquoi les deals est en train de traîner, quoi. Les deals traînent. Mais le Rwanda a signé un contrat pour rapatrier les migrants qui n'ont pas, qui sont des sans-papiers américains. Mais ça apporte quoi? Ça apporte quoi ces deals-là? Pour les ramener au Rwanda. Ça signifie quoi? Vous voyez, tu sais, mais pourquoi ça c'est une culture d'esclaves que vous avez là. Non, monsieur Freddy Moulumba, dites-nous un peu. Si chez nous ça traîne, parce que les Congolais ont besoin... Je t'informe ceci, Oui. je t'ai toujours dit, tôt ou tard, le régime de Kagame va s'effondrer, le régime de Rwanda, de Ouganda va s'effondrer, le Congo va reprendre sa place. Vous êtes une élite, vous êtes un leader d'opinion, vous êtes un Congolais qui est suivi, qui est écouté. Quand est-ce que cela peut finir? Parce que les Congolais, les gens sont fatigués. Non, vous n'êtes pas fatigués, c'est parce que vous n'avez pas l'essence de l'histoire. C'est l'histoire du peuple, non? La liberté, on ne l'a jamais eu dans la facilité. Il faut des sacrifices. Vous ne voulez pas vous sacrifier. Vous avez une culture d'esclave. Vous êtes assis là, essentiel de manger, de boire. Voilà le problème de l'élite congolaise. Mais cette élite sera mise
de côté. Et on aura une nouvelle élite qui va mettre l'ordre dans l'Est. Attendons. À quand? On a fait à peu près combien? 30 ans. Il ne faut pas être pressé. Monsieur Fredy Mulumba, peut-être un petit mot pour toutes les personnes qui sont en train de regarder cette situation de loin, ceux qui, dans la diaspora, ceux qui sont un peu en train de compatir avec ce qui se passe en RDC. Non, nous allons gagner. Moi, je suis très optimiste. Nous sommes un grand peuple. On a une histoire très riche. Malheureusement, nous avons des élites de mercenaires. Et dès qu'on les met dehors, je pense que le Congo reprendra sa place de leader en Afrique centrale, d'une grande puissance économique et géopolitique. J'ai l'espoir. Merci beaucoup, Monsieur Fredy Mulumba, chercheur, journaliste, politologue. Merci beaucoup de votre participation à cette émission après quelques semaines, on va dire, presque un mois déjà. Vous n'avez pas été ici. Votre présence émerveille vraiment un bon nombre de nos téléspectateurs qui aiment beaucoup suivre vos analyses. Merci beaucoup d'être là. Merci Fredy Mulumba. Mais on attend bientôt la sortie du documentaire sur ce qui se passe justement dans l'Ituri notamment, parce que vous avez été à Bunia et à Komanda. Bientôt un documentaire va être publié. Monsieur Fredy Mulumba a aussi donc travaillé pour cela. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous espérons que vous allez l'aimer. Donc portez-vous bien. Monsieur Fredy Mulumba est là pour vous. À chaque fois que vous aurez besoin de lui, il va répondre à notre invitation. Au revoir.